Quand je vois un CTO ou une CTO qui arrive et qui a des très grandes ambitions et qui vend beaucoup trop, ça m'inquiète. Et donc j'ai peut-être des biais de sélection là-dessus, à prendre des CTO au profil timide, mais si on est trop dans un acte d'oversell, j'ai du mal à y croire. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Alexis Frentz, Investment Manager chez Elaya. Ingénieur de Polytechnique, il a voulu monter sa boîte de ski pliable, mais n'a pas trouvé de cofondateur. Il a donc rejoint le capital risque avec Elaya en 2017, devient Investment Manager en 2020. Elaya, c'est un fonds d'investissement qui investit dans la tech et la deep tech en amorçage en Europe. 20 ans d'existence, 100 startups en portefeuille, dont 3 licornes où Elaya a investi en seed. Bonjour Alexis. Salut Marc. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous parler un peu de Elaya ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Ouais, avec plaisir. Donc Elaya, comme tu disais, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a plus de 20 ans par 3 personnes. Xavier qui a fait une thèse en maths, Marilyn et Philippe, lui, qui a fait l'école polytechnique. La particularité, c'est que parmi les fondateurs, il y a 2 profils scientifiques et je pense que ça a pas mal drivé l'existence d'Elaya et surtout l'écriture de notre ADN qui est investir dans la tech et la deep tech. Aujourd'hui, Elaya, c'est une quarantaine de personnes, dont 7 PhD, doctorants, avec de la diversité, à la fois dans les parcours, dans les genres, dans les âges, dans les nationalités. Ok, alors la data chez vous, à quoi ça sert et à qui ça sert ? Comme dans beaucoup d'entreprises, je pense que la data est présente partout chez Elaya. Moi, je vois 3 gros axes où on utilise la data. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre chronologique dans notre manière d'opérer. Le premier qui est pour identifier des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, on a accès à des quantités de données incroyables partout sur Internet et en fait, avec l'aide de ces données, on va pouvoir trouver des opportunités d'investissement. Il y a un deuxième endroit où on se sert de la data, c'est une fois qu'on fait l'investissement pour faire le suivi et le monitoring de ces sociétés dans lesquelles on a investi. Il y a pas mal de data qu'on doit remonter, qu'on doit traquer et qu'on doit reporter à nos investisseurs. Et donc, c'est là le deuxième niveau où intervient la data. Et le troisième, c'est un outil propriétaire qu'on a développé chez Elaya, qui est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, c'est un modèle qu'on a créé nous-mêmes parce qu'en fait, Xavier, comme je t'ai dit, il a fait une thèse en maths et donc il avait pas mal réfléchi à ça et qui, nous, en interne, nous aide à arbitrer et à simuler des portefeuilles. C'est-à-dire arbitrer et simuler ? En gros, sans trop rentrer dans le détail, l'idée, c'est de faire des simulations de Monte-Carlo pour comprendre comment les portefeuilles se comportent. D'accord. Alors sur le premier usage, identifier les opportunités d'investissement, la source c'est Internet, la data. Pour le deuxième, suivi, monitoring des boîtes en portefeuille, là, comment est-ce que vous obtenez de la donnée sur des entreprises qui sont trop petites pour avoir des obligations de publication comme les sociétés cotées en bourse, hein ? Comment vous obtenez une donnée actualisée ? Heureusement qu'on ne demande pas le même niveau, effectivement, on n'a pas la même exigence que pour des petites sociétés privées de 3 personnes que pour des grandes boîtes cotées. Je pense que sinon les CFO, les directeurs financiers de nos participations nous détesteraient. On essaye d'avoir un niveau d'information qui soit à la fois quantitatif et qualitatif. Donc sur la partie quantitative, c'est des informations qu'on remonte à peu près une fois par trimestre sur à la fois le business de la boîte, où est-ce qu'elle en est en termes de cash, le nombre de personnes qu'elle a recrutées. Donc ça, c'est des métriques très génériques. Et puis après, on essaie aussi d'avoir des métriques plus spécifiques qui sont spécifiques à la boîte, à son stade de développement. Et enfin, on remonte aussi des données de manière moins régulière, mais on a un devoir vis-à-vis de nos investisseurs de le faire, sur toutes les données ESG. D'accord. Alors sur le troisième usage, celui de la prise de décision avec des modèles internes, etc., de Monte-Carlo, vos hypothèses là-dessus, c'est des hypothèses de secteur. Qu'est-ce que vous simulez exactement là-dedans ? Ouais, c'est à la fois des hypothèses effectivement internes et backées sur des data de marché externes. L'idée, c'est un peu chacun essaye d'avoir ses propres prévisions. On essaye de prendre de la donnée externe, qui est de la donnée à la fois sur des sociétés publiques, sur des benchmarks un peu privés, pour essayer de comprendre comment les boîtes vont se comporter. Et donc, comme toujours dans le monde de la finance, ça a commencé sur un modèle Excel. Je ne sais pas si tu connais le mème avec Prométhée qui porte le monde. Et en fait, le monde représente effectivement tout le monde de la finance et Prométhée, c'est Excel. Et donc, Excel, on se rend compte que ça porte énormément de choses dans le monde de la finance. Oui, incontournable. Le grand incontournable. Et donc, on a commencé à bosser là-dessus. Et donc, justement, pour la petite anecdote, c'est des scénarios. On essaie d'avoir plusieurs milliers, voire centaines de milliers, voire des millions de scénarios. Et on a découvert que Excel avait une limite. Donc, il y a plus de 16 000 colonnes sur Excel. Oui.
Et en fait, on ne peut pas aller au-delà. Et on a aussi découvert que c'était comme ça que les autorités de santé en Angleterre avaient découvert les limites d'Excel au moment du Covid, où ils reportaient les cas de Covid. En fait, ils ne pouvaient pas aller au-delà de 16 000 colonnes. D'accord. Puis nous, on a eu à peu près le même problème. Et donc, au moment où on est passé à l'étape d'après, c'est là où on s'est dit, Excel, c'est bien pour bootstrapper, mais derrière, il faut qu'on ait un peu plus de puissance de calcul. Et donc, c'est là où on a commencé à faire un peu plus d'algorithmie pour développer notre outil. D'accord, alors la data, c'est géré par qui? C'est la responsabilité de qui, on va dire, chez vous? C'est une responsabilité partagée. Chez Elaya, on est un fonds d'investissement. On n'est pas une boîte tech au même titre qu'on investit dans des boîtes tech. On adore la tech, mais on n'a pas vocation à développer un énorme produit interne avec une équipe de 10 data scientists, 20 data engineers et 30 data analysts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plutôt une responsabilité partagée entre les différentes business units d'Elaya. Si je dois retourner un peu dans le passé sur ces histoires de data, quand est-ce que ça a commencé, c'est toujours ces histoires de modèles Excel, de remontée de la donnée, ça existe depuis toujours. Mais le moment où on a commencé à vraiment accélérer, je pense, les premières réflexions datent de 2019. Et c'est à l'occasion du confinement où on avait un peu plus de temps libre sur certains sujets, où on a beaucoup accéléré, passé pas mal de temps là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, pas de personne qui soit à 100% dessus, mais plutôt 7 personnes au sein d'Elaya qui consacrent sérieusement du temps. Vous êtes une entreprise, mais vous investissez surtout dans des entreprises. Et à ce titre, qu'est-ce que vous regardez quand vous cherchez à investir? Qu'est-ce que vous regardez dans une boîte tech côté data? Oui, effectivement, Elaya, on est une boîte qui cherche à automatiser des processus avec l'aide de la data, à prendre des meilleures décisions, mais on est avant tout un fonds d'investissement qui investit dans la tech et la deep tech. Et bien évidemment, la data, c'est un sujet crucial là-dedans. Donc on commence à avoir pas mal d'expérience et on essaye de développer des cadres d'analyse qui soient reproductibles. Donc il y a des cadres qui sont très spécifiques au monde de l'investissement. Donc on va regarder l'équipe, on va regarder la taille de marché, on va regarder le modèle économique associé, la traction de la boîte. Et on développe aussi des cadres d'analyse qui sont plutôt spécialisés sur le monde de la data. Donc là, ça va être typiquement comprendre l'architecture de la data, quels sont les flux de données, quels sont les processus mis en place, quels sont les outils, quels sont les processus de continuité d'activité. Voilà. Donc comme on construirait un projet interne sur la data, on se rend compte que les entrepreneurs et les entrepreneuses ont les mêmes questions quand ils construisent leur propre boîte tech. Et donc finalement, le cadre de questions qu'on se pose en interne, on peut tout à fait le réutiliser dans le cadre d'investissement dans des boîtes spécialisées sur la data. Alors comment on juge une boîte sur sa maturité data de l'extérieur? C'est une bonne question sur laquelle il n'est pas évident de répondre. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des analyses à plusieurs niveaux. Il y a une analyse de premier niveau qui est faite par l'équipe d'Elaya. On en parlera peut-être plus tard, mais nous, chez Elaya, on adore la tech et donc ça ne nous fait pas peur. On aime bien se taper un peu la tête contre le mur, perdre les cheveux pour essayer de comprendre comment les choses sont faites. Et donc, on a des personnes en interne. Donc, ce que je disais dans la diversité, il y a des PhD, il y a des gens qui ont aussi plutôt des compétences business. Il y a en ordre de grandeur, un tiers des personnes qui sont plutôt des anciens entrepreneurs, un tiers business finance et un tiers avec expérience tech ou scientifique. Et donc, on va aller avoir des discussions avec les CTO, avec les personnes en charge de la tech et de la data. Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la capacité à expliquer. Pour des personnes qui sont très orientées data, très tech, la capacité est de s'extraire de leurs problématiques techniques uniquement pour expliquer une vision business. Et non seulement la vision court terme, mais nous, ce qui nous intéresse, on est des investisseurs long terme, donc on va essayer de comprendre la roadmap. Donc ça, c'est le premier niveau. Et en deuxième niveau, on fait appel à des externes qui sont experts du sujet, qu'on va chercher dans notre réseau à la fois personnel ou les réseaux de l'ensemble des gens chez Elaya. On passe pas mal de temps dans les labos, et donc ce qui fait qu'on est souvent en discussion avec des chercheurs des meilleurs niveaux sur des sujets d'intelligence artificielle, sur des sujets de gestion de la data, tout un ensemble de secteurs, et on n'hésite pas à faire appel à eux, parce qu'ils ont bien sûr une bien meilleure compréhension que nous sur les sujets tech. Vous leur demandez une due diligence technique de l'entreprise dans laquelle vous voulez investir. Exactement. Le but, c'est pas non plus qu'ils ouvrent tout le code et qu'ils fassent une relecture ligne à ligne, mais plutôt qu'ils comprennent la structure du produit, comment la tech a été construite, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Quels sont les bons et les mauvais signaux dans une entreprise tech côté data? Je dirais que du côté des bons signaux, il y a avoir une expérience préalable dans l'industrie. C'est évidemment pas un truc qui est obligatoire, mais ça aide. Moi, j'aime beaucoup parce qu'on investit beaucoup dans les boîtes B2B, donc qui vendent à des entreprises. Et déjà, d'avoir une expérience, un réseau, ça permet au sujet de data d'aller un peu plus vite. Ensuite, si un sujet est vraiment deep tech, pour nous, avoir quelqu'un dans l'équipe, et surtout dans l'équipe fondatrice qui a fait une thèse sur le sujet, c'est primordial. Parce qu'on est sur des sujets tellement poussés que
Si la personne n'a pas passé du temps à intellectualiser le problème, à essayer de trouver des solutions, on arrivera sur ce que moi j'appelle plutôt des projets d'exécution, où l'intensité technologique n'est pas l'atout numéro 1, et c'est complètement valable aussi dans la data, mais dans la deep tech, ça ne marche pas. Ensuite, les bons signaux, c'est la capacité à évaluer un business. Ce que je vois pas mal, inversement, en mauvais signal, le corollaire, c'est avoir des gens tech qui résolvent des problèmes uniquement pour des techs et sur la partie data. Et ils ont l'impression que c'est un énorme problème, alors qu'en fait, c'est un petit problème pour un petit nombre de personnes qui ne va pas payer très cher. Et ça fait sans doute des très belles PME innovantes, mais c'est malheureusement pas des modèles qui sont compatibles avec le modèle du venture capital qui cherche de l'hypercroissance sur des marchés en milliards, voire en dizaines de milliards. Sur la partie data et en plus particulièrement sur la partie machine learning, moi, ce que j'essaye de regarder aussi, c'est sur quelle base de données ils ont fait leur entraînement. Est-ce que c'est une base de données propriétaire, privée ? Est-ce que c'est une base de données publique ? Et enfin, le dernier point que je regarde, c'est l'intégration au workflow existant. Si c'est juste pour créer une petite brique technologique qui va s'insérer dans une grande proposition de valeur, à la fin, la valeur de la brique technologique sera minuscule et on n'arrivera pas à avoir une très grande valeur pour cette société. Inversement, si la brique technologique est intégrée dans un workflow et prend de plus en plus de valeur au sein de la stack, là, ça devient intéressant. Dans les mauvais signaux qu'on peut avoir sur la partie data, il y a une partie qui est sur l'externalisation de la R&D. Une fois de plus, ce n'est pas un red flag définitif, mais c'est un signal faible. On se dit, est-ce que c'est vraiment une boîte tech ? Est-ce que c'est vraiment une boîte avec des fondateurs et des fondatrices qui vont être capables de comprendre, de scaler toute la tech, sachant qu'elle est externalisée ? Il y a un autre point, les profils tech, ils n'ont pas trop tendance à être dans l'acte du marketing, de l'oversell. Et quand je vois un CTO ou une CTO qui arrive et qui a des très grandes ambitions et qui vend beaucoup trop, ça m'inquiète. C'est un profil de CTO qui n'est pas dans le profil type du CTO. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai peut-être des biais de sélection là-dessus, à prendre des CTO au profil timide. Mais si on est trop dans un acte d'oversell, j'ai du mal à y croire. Donc, oversell, c'est il a trop vendu par rapport à ce qu'il peut délivrer ? Exactement. C'est bien de montrer l'ambition. Il faut de l'ambition, parce qu'on est là pour investir dans des boîtes qui vont devenir des leaders mondiaux. Et si on n'a pas de l'ambition dès le début, il y a peu de chances que ça se passe. Pour donner un exemple précis sur un type de performance d'algo, sur un algo de machine learning, on va regarder la sensibilité et la spécificité. Si ces deux métriques sont à 100%, c'est littéralement impossible. Ça veut dire que la personne en charge du développement de l'algorithme a overfité son modèle. Il l'a fait sur un sous-cas d'ensemble et sur lequel, effectivement, il y a une performance exceptionnelle, mais qui ne sera pas capable de généraliser. Et donc, on arrive sur des trop petits problèmes. Et enfin, le dernier point, c'est, en termes de mauvais signal, les gens qui ne comprennent pas les barrières réglementaires. La donnée, on arrive très vite sur les sujets sensibles, en particulier dans le milieu médical ou le milieu financier. Et donc, c'est une manière spéciale de l'analyser, de la collecter, de la traiter. Et ça, si les architectures techniques, depuis le début de la société, ne sont pas capables de prendre en compte ces contraintes, ça laisse souvent une dette technique dans le futur. Alors, pour une entreprise tech, généralement, dans quel cas est-ce que les profils des fondateurs doivent absolument avoir une formation data, machine learning ? Je pense que pour Elaya, c'est assez particulier, je dirais, dans 100% des cas. On a vocation à investir dans la tech, et si dans l'équipe fondatrice, il n'y a pas une fondatrice ou un fondateur qui a un background tech, ça va être extrêmement compliqué. Alors après, de temps en temps, il peut y avoir des gens qui apprennent sur le tard, qui apprennent d'eux-mêmes, mais c'est jamais bon signe. Et donc, on a un gros biais où on préfère avoir trop de profils tech que trop de profils business. Quelles sont les tendances que vous observez aujourd'hui ? Dans le monde de la data, je pense que la tendance de fond, elle est incroyable. Dans la data science, on est vraiment aux prémices. On voit aujourd'hui que la data est en train de devenir de plus en plus pervasive. Elle commence à intégrer tous les business models. Il n'y a pas une boîte aujourd'hui que je vois en pitch qui ne me dit pas le mot data ou données à un moment du pitch. Et pour autant, il y a encore tout à créer. Le marché, il est très jeune. On manque encore de maturité. Je regardais sur LinkedIn tout à l'heure, il y a 200 000 personnes qui s'annoncent comme data scientists sur LinkedIn. C'est à la fois énorme, mais tout petit. Quand on y réfléchit, 200 000 data scientists, c'est juste 2 fois le nombre d'employés chez Facebook. Et ça, c'est la population mondiale des data scientists. Donc il y a encore tout à faire. Il y a déjà une tech que j'appellerais, désolé pour le terme, facile, qui a été créée dans les dernières années. Et là, on arrive sur une tech beaucoup plus compliquée avec la data science. Et nous, c'est vraiment ce qu'on aime chez Elaya, c'est creuser ces sujets compliqués. Et si on regarde un peu sur la partie future, ma conviction, c'est que la data science va beaucoup simplifier. Au même titre que si on regarde des différentes vagues ou plutôt des tendances de fond sur comment la tech a imprégné tout le monde du business, et en particulier si on revient sur les modèles Internet. En 98-2000, Internet, c'était juste pour un petit nombre de personnes, et c'était des geeks.
Et puis après, les gens du business s'en sont emparés. Et là, il a commencé à avoir une énorme vague. Pareil, dans les années 2010, au début, tout ce qui était réseaux sociaux, c'était pour un tout petit nombre de geeks. Et puis après, les gens du business s'en sont emparés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à ce point d'inflexion dans le monde de la data science où c'est énormément un sujet de tech, data scientist, data analyst, data engineer, mais on commence à être au point de bascule, où c'est justement des profils plus business qui vont entrer dans ce marché et qui va exploser. Sur quel créneau est-ce que vous avez vu trop de boîtes se positionner aujourd'hui ? Il n'y a jamais trop de boîtes. Moi, j'adore l'innovation, j'adore rencontrer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui sont passionnés par le métier. Donc, ce n'est pas trop de boîtes. Mais on constate toujours ces vagues, comme tu dis. Il y a d'un côté des tendances de fond, qui sont des lames de fond qui font avancer. Et puis, il y a des petites tendances par-dessus, des petites vagues. Et en fait, si on regarde, moi, il y en a une que j'ai eue il n'y a pas longtemps, qui était le déploiement d'infra sur le cloud. Et en gros, c'était historiquement des gens qui faisaient du conseil, qui déployaient de l'infra sur le cloud au titre de clients. Et puis, ils ont commencé à productifier leurs services. Et derrière, ils commençaient à le vendre. Et je ne sais pas pourquoi, c'est des vagues qui arrivent dans le temps. Et en l'espace de 3 mois, j'ai dû voir 5-6 sociétés faire ça. Ou une autre qui est complètement d'actualité, c'est tout ce qui est sur Generative AI. Je pense que tu as entendu parler du nouveau ChatGPT où tout le monde fait ses petits tests. Ouais. En fait, si on prend un peu de recul et on utilise le cadre d'analyse du cycle de hype de Gartner, c'est normal. On revient en 2017, il y a une énorme hype sur le monde du chatbot. Tout le monde voulait son chatbot. Et pour autant, de cette époque, quelle boîte a survécu et est devenue un mastodonte du chatbot ? J'en connais peu. Ouais. Et derrière, ça a été la désillusion. Et aujourd'hui, on arrive sur le plateau de la productivité parce que la tech s'est améliorée. Aujourd'hui, les performances de ChatGPT, elles sont incroyables. Elles sont encore améliorables et il y aura encore toujours des choses à faire. Et pour moi, on n'a pas encore dépassé le test de Turing, mais on a fait un saut quantique en termes de productivité tech. Et en plus, il y a une partie des gens du monde du business qui a été une première fois sensibilisée à ça, qui a été déçue, mais qui maintenant voit vraiment la proposition de valeur. Ou un dernier exemple de vague, mais qui est peut-être moins sur le monde de la data, c'est le one-click payment. C'est donc la capacité pour n'importe quel e-commerçant de proposer du paiement en un clic. Et cette vague, elle a explosé en 2019. Pour une raison assez simple, l'inventeur du one-click payment, c'était Amazon qui a déposé un brevet en 1999. La durée des brevets, c'est 20 ans. 2019, le brevet tombe, et là, tout le monde se jette dessus. Et alors, ces vagues, c'est plutôt de bonne augure ou de mauvaise augure quand vous voulez investir le fait d'appartenir à une vague ? On essaye de prendre du positif quand on décide de faire des vagues. Ça veut dire qu'à très court terme, la boîte va être capable de recruter. Elle va être capable d'attirer des capitaux. Elle va être capable d'attirer l'attention des médias, parce que c'est des sujets de hype. Mais nous, on est là pour bâtir des tendances long terme. Et donc, quand on investit, souvent, on revend les boîtes 5 à 8 ans plus tard. Donc, il faut qu'on soit capable de dire, est-ce que la tendance sur laquelle j'investis, c'est une tendance long terme ou court terme ? Et auquel cas, ce n'est pas les méthodes d'investissement qu'on fait. On essaye de faire des plays beaucoup plus portés par l'exécution, où il faut que la boîte exécute dans un temps très court. Et donc, c'est des contraintes énormes pour les fondateurs et les fondatrices. Ou inversement, on essaie d'avoir des tendances plus long terme, qui sont moins de la hype, mais sur des sujets de fond auxquels on croit. Et alors, au contraire, quels sont les sujets sur lesquels il n'y a pas assez de monde, pas assez de boîtes, et qui sont les sujets à prendre, selon toi ? Un des sujets que j'aime beaucoup, parce qu'il est complètement prospectif d'un point de vue business, c'est sur tout ce qui est l'ordinateur quantique. On sait que ça existe sur la science. Aujourd'hui, on est à la phase de la technologie. Typiquement, on investit dans une société qui s'appelle Alice et Bob, qui cherche à développer des qubits stables. Mais tout ce qui est dans la stack au-dessus, tout ce qui est la partie software, c'est en cours de développement. Pourquoi c'est en cours de développement ? Parce que la partie sous-jacente, la partie hardware, elle n'est pas encore scalable aujourd'hui. Elle va l'être dans les quelques prochaines années. Et là, on va développer des nouveaux cas d'usage auxquels on n'a même pas idée aujourd'hui. Et donc, je trouve ça ultra excitant. C'est un énorme pari technologique. Parce que si ça se trouve, l'ordinateur quantique, il ne sortira pas l'année prochaine, mais il sortira dans 5 ans. Et donc, il faudra que les sociétés qui développent du software sur ordinateur quantique soient capables de survivre ces 5 ans de plus. Mais s'il y a beaucoup de risques, c'est qu'il y a potentiellement un énorme rendement. Quand il y a une due diligence technique qui est faite sur une entreprise dans laquelle vous voulez investir, est-ce qu'on peut aller dans le détail pour bien comprendre en quoi ça consiste, jusqu'où vous allez dans la profondeur de l'investigation ? Concrètement, ça consiste en quoi ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'asseoir à côté de la CTO ou du CTO et comprendre le chemin qu'ils ont pris pour construire leurs produits. Et donc, ce que je fais, c'est je reprends tout simplement le schéma des flux de données. Comprendre d'où vient la donnée, quels étaient les workflows avant, où est-ce qu'on envoie cette donnée, comment est-ce qu'on la transforme, comment est-ce qu'on la stocke, où est-ce qu'on l'envoie ensuite, à qui elle est exposée. Et donc, c'est vraiment d'avoir cette compréhension fine
sur l'utilisation de la donnée. Et c'est pas simplement d'un point de vue technique. Il y a évidemment la technique, c'est la base, mais derrière, il faut avoir une vision business. Parce que j'ai trouvé les meilleurs CTO du monde qui avaient développé la technologie la plus poussée. Pour autant, il n'y avait aucun use case business derrière. Et donc ça, c'est un problème. Est-ce que vous vous occupez du RGPD en tant qu'investisseur ? On ne peut pas passer à côté du RGPD. Évidemment, toutes les sociétés doivent traiter cette problématique. La particularité chez Elayar, comme je te le disais, on investit plutôt dans des boîtes B2B et donc qui détiennent des données sur les entreprises. Si on était sur des boîtes B2C qui vendent à des consommateurs, les réglementations sont beaucoup plus fortes. Toujours est-il que maintenant, dans l'ensemble de nos due diligence, on demande toujours un audit RGPD. Alors on a envie peut-être d'entendre une belle et une mauvaise histoire d'investissement. Est-ce que peut-être tu peux commencer par la mauvaise ? Qu'est-ce que tu as en tête d'investissement qui s'est mal passé, d'entreprise dans laquelle vous auriez pas dû investir ? C'est un investissement qui date un peu dans une société à Toulouse qui s'appelait Synode. Et en gros, pour faire simple, ce qu'elle faisait, c'était du stockage sur des disques durs qui étaient non utilisés. Donc optimisation de l'espace de stockage. Et au moment où on a réinvesti, on a fait le choix de pousser la société à aller s'implanter aux US, parce que c'était là où était le marché. Et la réalité, c'est que la société n'était pas assez mûre pour ça. Et donc nous, ce qu'on a appris là-dessus, c'est que les US, très souvent dans le monde de la data, c'est un marché indispensable. Il faut passer par là, mais il faut passer au bon moment. Il ne faut pas y passer trop tôt, il ne faut pas y passer trop tard, et surtout, il faut avoir assez de moyens et des bonnes personnes. Et alors, une belle histoire ? Une belle histoire, moi, que j'aime beaucoup, c'est une société basée à Montpellier, qui s'appelle Simancure, qui est dans le monde de la santé, et qui fait un logiciel d'optimisation pour la pose de stent dans le cerveau. Et là, tu vas me dire, Alexis, c'est quoi le rapport avec le monde de la data ? En fait, ça fait aussi partie et je te parlais tout à l'heure de à quel point on allait profond dans les due diligence. Typiquement, pour cette boîte, avec Samantha, la partenaire, on est allé à Montpellier, on est allé dans la salle d'opération, et on a vu un médecin utiliser le software. Et comme ça, on a vraiment compris comment le logiciel s'intégrait dans les processus existants. Et en fait, au fur et à mesure, la boîte a connu un succès phénoménal et elle a fait de plus en plus de simulations de pose de cas. Et donc, c'était des médecins qui simulaient la pose d'un stent. Et en fait, au fur et à mesure, la société a commencé à créer une base de données, qui était une base de données extrêmement qualifiée. Aujourd'hui, avec plus de 10 000 cas patients, en fait, elle est assise sur une mine d'or. Et là, on est dans l'étape ultra intéressante, je trouve. On va pouvoir utiliser de la data qui a été qualifiée, privée, propriétaire, pour en faire un algorithme de deep learning, pour plus simplement simuler la pose, mais pour faire un outil d'aide à la décision, en disant, voilà le meilleur stent à poser selon moi. Du côté des investissements que vous auriez pu faire et que vous n'avez pas fait, si on devait en garder un seul, à quoi tu penses ? Tous les VC ont un anti-portefeuille. On est super fiers de tous les investissements qu'on a fait. Il y en a évidemment plein qu'on aurait aimé faire. Et je pense Dataiku, dans le monde de la data. C'est un investissement qu'on aurait aimé faire. Pourquoi est-ce que vous êtes passé à côté et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes ? Sans trop rentrer dans les détails, c'était pour des obscures règles techniques internes. Et aujourd'hui, pourquoi je regrette ? Parce que c'est une boîte formidable. C'est une boîte française qui a réussi à s'internationaliser, à monter une équipe à New York et partout dans le monde et qui est le leader mondial sur des sujets de data science. Un conseil pour ceux qui veulent monter une boîte ou veulent lever des fonds auprès d'Elayar peut-être ? Je pense que c'est paradoxalement le meilleur moment pour monter une boîte aujourd'hui et se lancer dans l'entrepreneuriat pour une raison assez simple. Le contexte macroéconomique sur les 2 prochaines années risque d'être très compliqué. Et donc, il va être compliqué de vendre. Inversement, les premières années pour un entrepreneur, et je pense que tu sais ça mieux que personne, c'est le moment où on développe son produit. C'est le moment où on va tester ses clients. On va essayer de comprendre leur pain. Et justement, ils auront un peu plus de temps, les clients, pour essayer de... Il y a de plus en plus de solutions. Et nous, c'est post-crise, c'est en 2012 qu'on a investi dans nos licornes d'aujourd'hui, Shift Technology et Miracle. Et on était bien content d'avoir continué à investir à cette époque, parce que c'est là où on a trouvé les meilleures opportunités. Alors sur la data interne, qu'est-ce que vous faites pour collecter et gérer toute votre data et pour quel usage ? Pour revenir sur le premier cas d'usage dont je te parlais, sur identifier des opportunités d'investissement, on est pragmatique. On n'a pas de data scientist, comme je te disais, on n'a pas de ressources dédiées. Donc, on essaye de prendre des outils no-code, low-code. Donc, comment ça se passe ? En fait, on a des petits scrappers qui vont choper de la donnée sur Crunchbase, sur LinkedIn, qui vont abreuver une base de données dans Airtable, là-dessus sur lequel on a mis en place des petits fils très simples et par-dessus lequel on fait un travail de curation manuelle. Et les boîtes qui passent un certain seuil sont envoyées ensuite dans notre CRM. Et là, ça devient de nouveau un processus humain.
Et en fait, quand tu y réfléchis, ça ressemble un peu à un processus sales, où il va falloir trouver le plus de leads possible, faire du lead scoring, etc. Avec une particularité, quand je suis sales, mon but, c'est de closer le plus de deals possible. Alors que moi, quand je suis investisseur, c'est d'en faire le moins possible, ou tout du moins de faire les meilleurs. On reçoit 3000 opportunités d'investissement chez Laya, et à la fin, on investit entre 10 et 15 par an. Donc, c'est des taux de sélectivité qui sont très, 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 très faibles. Et donc, il faut qu'on ait la capacité, avec de la data, à automatiser tous nos processus pour pouvoir passer 99% du temps sur le 1% des boîtes qui comptent. Sur notre deuxième usage, sur collecter de la donnée, sur faire du portfolio monitoring, on utilise un outil qui s'appelle iLevel, développé par IHS Markit, et donc qui est une sorte de grosse base de données interne avec des petits plugins sur Excel. Et c'est les entrepreneurs et les directeurs et directrices financiers qui vont abreuver cette base de données avec un envoi par email de manière trimestrielle. Et donc, l'usage qu'on fait de cette donnée, on concatène cette information. Donc, ça nous donne des informations assez intéressantes sur comment se comporte notre portefeuille au niveau global. Quelle est l'évolution de chiffre d'affaires de chacune des boîtes? Est-ce qu'on peut remarquer des tendances de fond dans certaines industries? En termes de recrutement, est-ce qu'on voit qu'il y a des boîtes qui ont un peu plus de mal à recruter? Et ça nous permet aussi d'abreuver nos analyses quand on investit dans les nouvelles boîtes. Parce qu'on a un benchmark de données internes contre lequel on peut comparer les nouvelles sociétés dans lesquelles on veut investir. Vous n'êtes pas un peu confronté à des changements du monde, enfin le fait que les données évoluent parce que le monde évolue, quoi? C'est complètement une des limites qu'on a dans l'usage de la data dans le milieu du VC. Notre scope d'investissement, c'est sur des boîtes early stage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des boîtes qui sont extrêmement jeunes, qui ont peu d'informations sur Internet. Les informations sont rarement fraîches, elles pivotent toutes les semaines, donc savoir quelle est la bonne information. Et donc, on a des informations qui ne sont pas à jour. Donc, c'est extrêmement dur de qualifier exactement quelles sont les bonnes boîtes dans lesquelles investir, parce que, selon le bon vieux proverbe, shit in, shit out. Et l'autre point, c'est ce que tu disais. On investit dans des tendances très long terme. Et donc, regarder des signaux passés pour essayer de prédire des tendances long terme, ça ne marche pas toujours. On est là pour investir dans les tendances de demain, et bien malin celui qui arrivera à prédire les tendances de demain. Le dernier point, c'est que sur les identifications d'opportunités d'investissement, tous les VC ont peu ou prou le même processus, ont les mêmes sources de données. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à la fin, on arrive tous sur les mêmes profils d'entrepreneurs. Et donc, il y a un énorme biais. Il y a un côté très positif pour les entrepreneurs qui arrivent à être dans ce petit scope dans lequel tout le monde regarde, qui est très compétitif. Mais inversement, ça veut dire que pour tous ceux qui ne sont pas dans le sweet spot de la plupart de ces fonds, ça va être compliqué de lever. Et pour autant, c'est au moment où on est contre Ariane qu'on a réussi à faire les meilleurs investissements. Donc il faut à la fois qu'on soit capable d'utiliser de la donnée pour essayer de qualifier des opportunités d'investissement qu'on aurait ratées sinon, mais qu'on garde une certaine indépendance d'esprit, un grain de folie qui nous permettra de faire des bons investissements. Est-ce que tu as un souvenir dans lequel la data a été game changer pour investir? Ouais, il y en a un où en fait, c'est pas la data uniquement, c'est un mélange de data et d'humain. Et c'est pour ça que j'aime bien donner cet exemple. C'est un investissement dans une des sociétés qui s'appelle Holded, qui était une société espagnole où on a investi en série B. Donc il se trouve, avec notre processus d'identification d'opportunités, on a un signal faible qui est sorti sur cette startup. On a un deuxième signal faible qui est sorti sur cette startup. Donc on avait 2 signaux faibles qui sont remontés grâce à notre pipeline de data. Et en plus, on a eu une qualification humaine par ailleurs qui nous disait que c'était un bon investissement. Et moi, là, c'est là où je me dis, la data, c'est incroyable. Si on avait dû se reposer uniquement sur l'humain, en fait, l'information, elle serait passée à la trappe. On n'aurait pas activé le deal. Et là, on a eu des signaux faibles qui provenaient d'un processus automatisé qui a été qualifié par un humain. Et là, c'est le combo gagnant. On a investi et ça a été un très bel investissement pour Elaya. Signaux faibles, tu parles de quel genre de signal? Ça peut être le temps depuis le dernier tour d'investissement. Ça peut être la croissance du nombre d'employés. Ça peut être le nombre d'abonnements sur des réseaux sociaux, des visites sur des sites web, de nombre de postes de recrutement sur Welcome to the Jungle ou sur d'autres sites. Tout un ensemble de petits signaux faibles où on essaye de, mis bout à bout, d'avoir une information qualifiée. D'accord, vous mettez un peu en relation tous ces indicateurs et vous mettez des sortes de seuils au-delà desquels il y a une alerte qui pop quelque part et qui vous dit attention, cette boîte, il faut la regarder. Exactement. Après, il y a la théorie et la pratique. Là, je te présente pas mal de théories où on a l'impression que tout est automatisé, tout marche bien. Dans la pratique, il y a encore beaucoup de travail qui est fait à la main. Alors, est-ce que vous avez des projets de machine learning à utiliser vous-même pour votre usage? J'adorais qu'on fasse du machine learning parce que je vois des vrais usages en interne, on pourrait faire ça. Mais de manière pragmatique, aujourd'hui, on n'a pas les ressources et c'est pas prioritaire dans notre roadmap. Si on décide de faire ça, je pense qu'il y a tout un ensemble de questions auxquelles on doit s'atteler, en particulier sur la confidentialité des données,
sur le type d'algorithme qu'on veut utiliser, sur l'actualisation de nos modèles, sur comment est-ce qu'on les passe en production. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore assez mature pour faire ça. Si c'était à refaire ces 5 années chez Elaya, qu'est-ce que tu changerais ? Sur la partie data, on a été très ambitieux, voire trop ambitieux à un moment. On avait fixé des objectifs qui étaient inatteignables. Et je pense que si je devrais changer quelque chose, je découperais le problème en problèmes de plus petite entité. Des problèmes plus simples, plus petits, plus faciles à résoudre dans le temps, sur lesquels on est capable de mesurer des achievements à plus court terme, plutôt qu'avoir un énorme projet sur lequel on a l'impression de ne pas avancer. Pour conclure, un mot sur le futur d'Elaya ? Je pense qu'on est dans une période pivot. Je suis arrivé dans la société, on était 10. Aujourd'hui, on est une quarantaine. Et on va entrer dans un contexte macroéconomique particulier qui va être fait à la fois d'opportunités, mais énormément de risques. Et ça tombe bien, on fait du capital risque et on est là pour prendre du risque. Merci Alexis. Merci Marc. Vous venez d'entendre Alexis Frentz, Investment Manager chez Elaya sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Édouard Neuville pour nous parler de formation en data. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.